Salut et bienvenue pour cette analyse. L'entreprise ADP ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais cette entreprise s'occupe probablement de votre paye à chaque mois, car elle dessert environ 42 millions de clients à travers 140 pays dans le monde. Dans le fond, c'est une entreprise qui est très simple à comprendre. Vous allez le voir ici, on va l'expliquer, son modèle économique assez simple à comprendre. Donc, on va commencer par juste donner une petite définition. Donc, ADP est un fournisseur mondial de solutions de paie, de ressources humaines et de gestion du capital humain. Comment elle gagne de l'argent, cette entreprise? Très important à comprendre lorsque vous analysez une entreprise et vous décidez d'acheter ses actions. Dans le fond, elle va gagner de l'argent grâce aux abonnements récurrents liés à ces plateformes HSM, soit la vente de l'essence et le SaaS, des frais de traitement par paye, des revenus de PO. Ici, on va l'expliquer beaucoup plus tard dans la vidéo. Et ensuite, des services professionnels d'intégration et des revenus financiers liés au compte client. Ici, c'est quoi ce troisième point que je viens de nommer? Dans le fond, ça va être beaucoup plus simple si je l'explique en exemple. Dites-vous, par exemple, vous travaillez pour une entreprise X, on va dire McDonald's. Dans le fond, McDonald's, elle va verser votre paye pour ADP et avant qu'elle vous fasse le transfert, ADP va pouvoir l'investir dans, bien évidemment, des investissements qui vont être très sûrs, par exemple des obligations, et elle va gagner un certain pourcentage de rendement avec l'argent que vous allez toucher. Donc, assez simple, mais on va le détailler beaucoup plus loin dans la vidéo. Donc ici, les abonnements et le traitement de la paye donnent une composante très récurrente et prévisible des revenus. Assez simple à comprendre ici. Il faut que tout ce qui est lié avec l'abonnement et le traitement des payes, ça va être quand même assez simple pour avoir des prévisions pour les revenus futurs. Donc, les points clés pour ce modèle économique typique pour cette entreprise, ça va être une forte récurrence. Donc, les clients payent chaque période de paye, un lock-in élevé, conformité historique de paye, intégration. Ça va être vraiment un de ces avantages concurrentiels. Économie d'échelle, car comme je disais au début, elle desservait 42 millions de clients à travers 140 pays. Ici, c'est juste pour un petit peu donner une idée quelle entreprise dont elle s'occupe. Vous pouvez voir ici, elle commence d'une petite entreprise, des small business de entre 1 et 49 employés jusqu'à des multinationales à plus de 1000 employés, mais elle va être beaucoup plus exposée aux multinationales. Ici, elle va quand même avoir des clients qui vont être des small et mid entreprises, mais ça va être beaucoup plus pour les multinationales. Bon, ici, un schéma intéressant sur la décomposition du revenu de cette entreprise. Ici, par exemple, c'est divisé en plusieurs segments, mais vous allez voir dans le rapport financier, c'est divisé juste en deux segments. Ici, on retrouve le PO, les small business, les major accounts international, le complementary solution, US HRO et les national account. Si on regarde ici, celui qui a le plus grosse part, ça va être le PO, mais selon le résultat financier, comment eux ils le départagent, ça va être vraiment le employer service qui va regrouper tous ces segments-là et le PO service, ça va être ici. Donc, si on regroupe tout cela, ça va être le employer service qui a une plus grosse part du revenu, mais c'est pas vraiment si important que ça, comment c'est divisé. C'est vraiment juste pour avoir une idée, pour voir que des fois, ils vont le présenter comme ça, puis dans leur résultat financier, ça va être présenté ainsi. Donc, maintenant, le PO, qu'est-ce que ça signifie? C'est le Professional Employer Organization. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Donc, ici, ADP, cette entreprise qu'on analyse, elle devient un co-employeur des entreprises qu'elle va desservir. Donc, les employés restent chez l'entreprise, le client, par exemple McDonald's au quotidien, mais légalement, ADP est co-employeur sur papier. ADP, elle va gérer les payes, les impôts, les assurances, les avantages sociaux. ADP, elle va assumer également une partie du risque légal. Et son segment ES, qui est le Employer Services, vous allez comprendre un petit peu pourquoi c'est divisé en deux.
car c'est vraiment le contraire de l'autre. Ici, ADP reste un prestataire, pas l'employeur, or que dans le premier, il va être un co-employeur. Concrètement, ADP va faire le travail administratif, mais l'entreprise reste l'unique employeur. L'entreprise assume tous les risques légaux, or que dans le premier, où est-ce que le PO, elle va quand même assumer une partie des risques et elle va être un co-employé sur papier. Donc des mots un peu plus simples, PO, ça va être je te délègue mes employés sur le plan légal. Et le employer service, ça va être aide-moi à gérer mes employés, mais je reste le responsable. Ici, on a un petit peu les segments où ce qu'on a les plus grosses marges d'entre. Ici, c'est le PO, on va l'appeler PO, ça va être beaucoup plus simple. Total source, donc ça va être mutualisation des assurances et co-emploi. Ça va être des revenus par employé, pas par entreprise. Dans le fond, ici, ça va être un revenu pour chaque employé et pas un prix de gros pour chaque entreprise. Un churn très faible. Ici, ça va être qu'il va y avoir des départs quand même faibles. Il va y avoir moins de personnes, moins d'entreprises qui vont partir chez les concurrents. Ça va être ici aussi un avantage concurrentiel pour cette entreprise. Chaque client, elle va rapporter beaucoup et surtout sur le très long terme. Les nationales et major accounts, ça va être des contrats sur le long terme, complexité énorme, très peu de churn également ici. Ça va être des coûts fixes élevés au départ, par la suite ça va être une automatisation maximale, ça va être ce qui veut dire qu'il va y avoir peu de support humain, donc les marges vont bien évidemment être élevées et c'est surtout ça va être des contrats sur plusieurs années. Et le segment de solutions complémentaires, souvent, ça va être pour les assurances, les retraites. Dans le fond, une entreprise, elle va acheter elle va utiliser ADP, le logiciel de ADP. Par la suite, l'entreprise ADP, elle va lui proposer d'autres logiciels, par exemple de gestion de temps, conformité de RH, analytique, RH, bénéfices, administration, etc. Ça va être vraiment des ajouts pour l'entreprise qui initialement elle est venue chercher un seul de ces services. Par la suite, elle va se retrouver avec plusieurs logiciels de ADP qui vont être quand même à des marges beaucoup plus élevées que ce qu'elle est venue chercher initialement. Donc maintenant, on va voir le mode l'avantage concurrentiel qu'on a vu comme un petit peu en haut de la vidéo. Donc, mode pour les deux segments, ça va être le switching cost qui va être élevé, très énorme, à refaire tous les contrats de travail, changer les assurances santé, la retraite, migrer toutes les données de paye de RH vers un autre concurrent. Ça va être vraiment un bordel, ça va être énorme, perte de temps énorme, reprendre la responsabilité légale complète, gérer un risque juridique qui va être immédiat. Ça va être vraiment très très compliqué de changer de solution RH ici, de passer, mettons, de ADP vers le concurrent qui va être Paycom ou Paycheck. Ça va être vraiment très très élevé. C'est pour ça que le churn est très faible. Il y a peu de monde qui quitte. Leur taux de rétention est autour des 92-99%. C'est vraiment très très élevé. C'est souvent les petites entreprises qui vont décider de partir comparativement aux plus grosses parce que les petites vont être un peu plus agiles à sortir car elles n'ont pas un historique élevé avec cette entreprise. Le deuxième avantage concurrentiel, ça va être des économies d'échelle. Donc on a vu, elle desservait 42 millions de clients à travers 140 pays à travers le monde. Donc elle va avoir quand même une force de négociation, surtout sur la mutuelle, mutualiser les risques et négocier les assurances à grande échelle. Donc souvent elle va négocier les prix et c'est pour cela que ça représente un avantage concurrentiel pour cette entreprise. Ensuite, expertise réglementaire. Ici, ça va être une expertise fiscale mondiale, un trust réglementaire. Ça, d'ailleurs, c'est vraiment l'une des seules entreprises de ce secteur qui fait ça comparativement si on compare à Paycom et Paycheck. Ça, c'est vraiment les trois plus gros avantages concurrentiels qu'elle a. Bon, ici, je vois que je l'ai mis un peu plus bas, le troisième segment dont je vous ai parlé. C'était le portefeuille de fonds clients. C'était où ce que elle investissait l'argent en attendant de verser les payes. Ici, on va donner juste une définition que j'ai tirée du site financier
de l'entreprise. Donc, elle représente l'argent des clients que l'entreprise détient temporairement avant d'effectuer les paiements en leur nom, comme les salaires, les impôts, les cotisations d'assurance, etc. Ici, ça va être la plus rentable marginalement, mais également c'est celui où l'entreprise n'a aucun contrôle, parce que ici, ça va vraiment dépendre des taux d'intérêt, parce qu'elle investit beaucoup plus sur les obligations. Elle ne va pas aller s'amuser à investir sur des actifs qui vont être risqués, car elle doit verser ces sommes-là dans un laps de temps. Ici, ça nous montre que 13,6 milliards de dollars est investi sur le long terme. Ici, ça va être sur le court terme. Ici, ça va être très, très long terme. Donc, ce qui est important à savoir sur ce troisième segment, c'est que l'entreprise doit gérer cet argent pour assurer premièrement de la liquidité, assurer que les fonds sont disponibles instantanément pour satisfaire les obligations de paiement des clients à la date prévue et générer un rendement sous conditions strictes. Ici, c'est la condition stricte, c'est que cet argent-là, il faut qu'il soit principalement investi dans des actifs très sûrs, très sécuritaires. Et l'objectif, ça va vraiment pas être des gros rendements, ça va être vraiment la sécurité, c'est le principal de ces objectifs, et non le rendement élevé. Si bien évidemment, elle peut avoir un rendement élevé, elle peut le faire, mais souvent lorsque c'est des investissements très sécuritaires, ça va être des rendements un peu plus faibles. On peut le voir ici sur ce graphe. On voit que pour 2026-2027, 13 milliards de dollars vont arriver à maturation, et on voit que ça rapporte des rendements 1,5 jusqu'à 2,6, et ici on a des rendements sur le quand même beaucoup plus long ici c'est vraiment très long terme, mais c'est des sommes un peu plus faibles. Ici, on a environ 1 milliard qui vont être entre 3,2 et 4,7 de rendement annuel. C'est quand même élevé pour des investissements sécuritaires. Donc, on va voir maintenant ses principaux concurrents, parce que bien, il faut regarder les risques, les principaux concurrents et les avantages concurrentiels qu'une entreprise détient avant d'investir. Ici, les plus connus, je retirais, c'est vraiment Paycheck. Paycheck est comme le cousin le plus compact d'ADP, pas aussi énorme que lui, parce que ADP reste le leader le plus grand, mais ultra spécialisé dans les small business et le mid cap, comparativement à ADP qui lui est beaucoup plus spécialisé dans les grandes entreprises. Ça va être des payes, plus des intégrations des nouveaux employés, des bénéfices, des compliances, mais avec un focus sur la proximité, plus de services clients, plus de relationnel que les autres entreprises. Ça va être des dépendances au marché des PME. Par exemple, ici, un petit bémol, ça va être quand même un secteur qui va être beaucoup plus cyclique, surtout en forte récession. Paycom aussi, lui, c'est un cloud natif, ça va être agressif comme une startup qui a grandi quand même trop vite. Ça, c'est vraiment les commentaires que j'ai retrouvés lorsque je faisais la recherche. C'est un logiciel de paye et de RH tout intégré, monolithique, orienté beaucoup plus sur le self-service. C'est vraiment beaucoup plus technologique que ADP. Dépendance à l'innovation continue pour ne pas stagner. Par la suite, on retrouve des challenger cloud, ici Dayforce, UKG, Workday, notamment Oracle qui a également des logiciels dans ce domaine. Ok, parfait. Maintenant, on va voir quelques forces et faiblesses de cette entreprise. Donc, ADP, une de ses forces, c'est qu'elle gagne de l'argent même lorsque les taux vont augmenter lors des récessions comme ça. Donc, elle est beaucoup plus résistante aux récessions, car elle a un churn qui va être très faible. Les gens doivent toujours être payés. Elle capte le budget RH le plus défensif, qui est la paye et la conformité comparativement aux autres concurrents. Et il y en a quand même quelques risques que j'ai sortis ici. Donc, la menace, l'IA, comme vous savez, la plupart des entreprises, ils nomment l'IA comme menace, mais donc on va aller regarder si c'est vraiment une menace pour cette entreprise ou non. Donc l'IA n'attaque pas le cœur de ADP,
Donc pourquoi? Donc, car ADP, c'est une valeur qui vient de la responsabilité légale de la gestion des flux financiers, de la conformité multi-juridiction. L'IA peut toutefois automatiser le support, améliorer l'analytique et réduire les coûts internes, mais cela ne remplace pas la responsabilité fiscale, l'assurance, le co-emploi qu'elle fait avec le PO. Donc ADP est une IA résistance, mais IA améliorable. Donc ça va être un plus. ADP, lorsqu'elle va utiliser l'intelligence artificielle, ça va amener une amélioration, mais ça ne pourra pas remplacer ADP, car comme on a vu, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus juridique, beaucoup plus de logiciels, donc beaucoup plus difficile à remplacer. Ensuite, il y a quand même des menaces des challenger cloud native qu'on appelle donc Workday, Rippling. On retrouve aussi un des logiciels de Oracle qui vont offrir des user experience beaucoup plus modernes et des intégrations rapides. Mais dans le fond, une des phrases que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment que j'ai aimé, que j'ai retrouvé, c'est que ADP, elle n'est pas là pour être beau, elle est là pour être efficace. Dans le fond, elle n'a pas vraiment besoin de user experience lorsque c'est pas efficace. Dans le fond, elle est là vraiment beaucoup plus pour l'efficacité, la sécurité, au lieu que c'était une plateforme user experience dont par exemple Workday et Rippling vont offrir. Ça, c'est vraiment beaucoup plus les cloud natives, les nouvelles technologies. Ensuite, il va avoir un besoin quand même constant d'investir pour se moderniser. ADP va investir massivement dans l'IA et les plateformes lyriques. Comme tout récemment, elle a quand même investi dans ADP Lyric HSM, mais ça a été vraiment un bon succès, car plus de 50% de clients vendus en 2025, nombre de clients actifs a doublé par rapport à l'année précédente. Dans le fond, ici, ça va vraiment être des investissements qu'elle a réalisé pour combler ses lacunes face au cloud native qui était plus user experience, beaucoup plus technologique. Également l'acquisition de Piquity en 2025 et Workforce Software en 2024 qui va venir combler une faiblesse historique d'ADP dans la gestion fine et moderne de la rémunération. Également la gestion de la main-d'œuvre complexe, verrouiller les comptes d'entreprise complexes et user experience moderne et modulaire. Et maintenant, on va passer pour les perspectives, mettons, d'avenir. Ça, c'est une des... je l'ai retiré dans le document financier de l'entreprise. Ici, il nous dit que, grosso modo, 75 000, c'est relié vraiment au ADP Total Source. 4 millions, ça va être du monde qui utilise le modèle PO, mais pas celui de ADP. Et ici, on voit qu'il y a une opportunité potentielle de 25 millions dans un marché adressable autour des 30 millions. Donc la majorité du marché reste non adressé par les solutions PO, donc le Professional Employer Organization. C'est là que se situe l'opportunité de croissance pour ADP. Et maintenant, on va faire l'analyse quantitative de l'entreprise ADP. Ici, on peut y aller, je pense qu'on va aller directement regarder sur ici. Donc, les revenus puis les bénéfices net par action. On voit qu'il y a une très belle courbe depuis les 10 dernières années. Une croissance d'environ 7% pour le revenu et une croissance autour des 13-14% pour le bénéfice net. Au niveau des marges, absolument fantastique. Vous voyez l'opérationnel, ici elle passe de 18 à 26, marge nette de 12 à 19, quasi 20, et une marge brute qui passe de 48 à 53. C'est vraiment excellent ici. Bonne entreprise qui tend à augmenter ses marges à travers le temps. Ensuite, on va aller regarder la progression du free cash flow et la marge du free cash flow. Même chose pour le free cash flow. On voit qu'il y a une progression depuis 2016 ici, beaucoup moins linéaire que pour le revenu, mais une croissance quand même de 10,4% pour le free cash flow. La marge du free cash flow, on voit qu'ils l'ont beaucoup amélioré de 14 jusqu'à 23 tout récemment. On va comparer la dette de l'entreprise face au free cash flow. On voit que grosso modo elle a environ 1,2 milliard de dettes et un free cash flow de 4,7, donc il n'y a aucun problème
à rembourser sa dette. C'est même bon, elle utilise de la dette comme levier. Et ici, c'est vraiment pas problématique car son free cash flow la dépasse nettement pour pouvoir la combler en cas de problème. L'autre ratio à regarder, c'est les stock-based compensation. Ici, on voit qu'il est de 266 millions et le free cash flow est de 4,7. Donc, c'est vraiment négligeable, aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, on va voir la dilution des actions si elle en fait aussi, elle en rachète. On voit que historiquement, elle en rachète autour de 13% depuis 2016 et 1,4% annuellement, ce qui est quand même vraiment bon. Donc, elle ne dilue pas son actionnariat, c'est excellent à ce niveau-là. Les autres ratios que je regarde, ça va être le ROCE et le ROE. Dans le fond, on voit que même chose, il passe de 31 à 50 et ici de 31 également jusqu'à 76. Absolument rien à dire, fantastique. Aucun problème à ce niveau-là. Fait beaucoup de valeur pour les actionnaires. Ensuite, on va regarder la valorisation. On va commencer par le PE. On voit que présentement, il est à 25. Il est autour de sa fourchette la plus basse historique. Vous voyez que les points les plus bas, c'est autour des 25. Ici, ça a été vraiment le crack du COVID. C'est vraiment quelque chose à part. Mais sinon, on voit que présentement, elle touche les points où elle a été autour des 25 les plus bas. Sinon, le price to free cash flow est à 22, vraiment intéressant pour cette entreprise. Même chose ici, elle se situe dans sa fourchette la plus basse, soit 22, donc elle est vraiment peu cher en ce moment. Donc, au niveau des price to free cash flow et du PE, l'entreprise se paye vraiment pas très cher, c'est vraiment pas très très cher. Okay, historiquement, ici, on voit qu'elle peut monter jusqu'à 35 ou même 30 ici. Et présentement, on voit qu'elle est revenue à 22 parce que ici, on voit qu'elle a dégringolé autour de 20% sur les derniers mois. Donc, en gros, honnêtement, il n'y a absolument rien à dire pour l'analyse quantitative, même chose pour la qualitative. Également, excellente entreprise qui m'intéresse beaucoup. Ici, c'est toutes les ratios qu'on vient de voir. Moi, je les mets ici dans un tableau, puis je mets un score de 16. Ici, l'entreprise, elle respecte vraiment la majeure partie de mes critères, sauf ici le payout ratio. Dans le fond, je trouve quand même qu'il est un petit peu élevé. Dans le fond, elle va convertir 66% de son revenu en dividende et 65% de son free cash flow en dividende. Je trouve quand même que c'est un petit peu élevé, mais c'est vraiment pas quelque chose de dramatique. C'est une entreprise qui n'a pas nécessairement besoin d'investir énormément de son argent. Comme on peut voir ici, les capex sont vraiment très faibles comparativement au free cash flow qu'on peut regarder. Donc le free cash flow ici de 4,7 milliards et on voit que le capex est vraiment très très faible. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette entreprise? Elle va verser un dividende. Et ça, c'est le free cash flow payout ratio de 65 et de 70. C'est pour ça que j'ai donné 1,5 ici, parce que je trouve que c'est vraiment pas dramatique. Faut que ça ne dépasse pas les 70. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Sinon, toutes les autres respectent mes critères. Et donc, c'était un 15,5 sur 16 pour cette action. Et maintenant, on va aller faire un prix juste que je pourrais rentrer dessus. Pour cela, je me suis fié à ce que eux ils prévoient pour le moyen terme. Ici, on voit qu'ils prévoient un EPS, des bénéfices nets par action, une croissance de entre 9 et 11%. Or, historiquement, était autour des 13% dans le fond. D'ailleurs, c'est pour cela que le cours de bourse a quand même chuté depuis cette annonce. Donc, ici, comme vous pouvez voir, j'ai fait 3 scénarios pessimistes, neutres et optimistes. La croissance pour les pessimistes est autour de 9%. J'ai mis un PE de 22 parce que j'ai choisi vraiment où ce que ça a été le plus bas, qu'on peut voir ici.
Donc, je suis allé vraiment prendre le plus bas. J'ai pas pris celui-là parce qu'ici, honnêtement, c'est un signe noir selon moi. Donc, je suis allé prendre ici, c'est vraiment le pessimiste, un PE de 22, pardon. Et donc, ça me donnait un prix juste d'achat à 194 dollars si on a une croissance de 9% et le PE final, ce serait de 22. Ensuite, le note, je trouve qu'il est beaucoup plus réaliste selon moi. Donc, une croissance de 11%, or que historiquement, on avait une croissance de 13%, et même que ça compte avec les prévisions du management. Donc, 11%, puis un PE de 27, il serait juste un petit peu plus que ce qu'il est présentement, car il peut monter jusqu'au 30-33, et je pense qu'un PE de 27, ce serait vraiment pas quelque chose de dramatique. Donc, ça me donnait un prix juste de 261 dollars. Ensuite, pour le scénario optimiste, ici j'ai mis une croissance de 13%. Donc, j'ai juste pris la croissance historique de son PE, et ici de son bénéfice net par action, pardon, et ici j'ai mis un PE de 33, ce qui était quand même la moyenne historique, et ça me donnait un prix de 349 dollars l'action. Donc, bien évidemment, on va choisir le neutre. Je prends toujours une moyenne entre le pessimiste et le neutre pour rentrer sur l'entreprise. Ici, c'est 261 et présentement est à côté à 257. Ça ne me donne pas nécessairement une grande marge de sécurité, mais ce que je pense que je vais mettre peut-être à 1000-1500 dollars sur cette entreprise en attendant de voir si ça baisse encore. Je vais rentrer plus sur cette entreprise. Sinon, c'est vraiment le type d'entreprise que j'ai cherché depuis un moment pour rentrer dessus, une entreprise de qualité et avec de bons ratios financiers. Donc, c'est ça. Donc, je pense que je vais mettre un petit 1000 ou 1500 dollars pour commencer, et ensuite, on verra qu'est-ce qui se passe. Si elle continue à baisser, je vais en renforcer. Sinon, si elle stagne ici, je vais en racheter quand même encore plus également, parce que je vais quand même me construire une position tranquillement. Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à vous liker et à vous abonner. Ça encourage vraiment la chaîne. Sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye.